Messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, madame la directrice, à qui je disais à l'instant, vous voyez, c'est pas si difficile que ça, de faire un discours en public, monsieur le député, monsieur le préfet, pardon, monsieur le premier président, monsieur le procureur général, monsieur le directeur, de toute façon on en oublie toujours, donc je dis mesdames et messieurs, pour vous dire d'abord que je suis particulièrement heureuse d'être ici. Madame la directrice, si vous avez été à cette place, vous n'avez pas été dans ce cadre. Eh bien, je suis heureuse et fière de voir un établissement de cette qualité esthétique, architecturale, mais bien entendu, de cette qualité humaine, parce que l'intérêt des bâtiments, c'est d'abord d'être des moyens au service des hommes et des femmes et au service des missions qu'ils remplissent. Mesdames et messieurs les éducateurs et directeurs de services en formation, vous avez en effet choisi de travailler avec des jeunes, et avec des jeunes qui sont très souvent confrontés à de graves difficultés d'insertion sociale, qui sont souvent auteurs déjà d'infractions pénales, qui sont toujours des jeunes en manque de repères. Si vous avez choisi ce travail, ce n'est pas par hasard, parce qu'on ne devient pas éducateur par hasard. Parce qu'éduquer, c'est d'abord refuser une fatalité. Éduquer des jeunes, c'est refuser l'idée que, mal partis dans la vie, un certain nombre de jeunes seraient condamnés à demeurer un danger pour eux-mêmes d'abord, pour autrui ensuite. Éduquer, c'est refuser cette forme d'inhumanité qui dénierait le droit à une deuxième chance. Une chance que la famille, que l'école aussi par ailleurs, n'ont pas su ou n'ont pas pu donner à un certain nombre de jeunes. Mesdames et messieurs, je crois qu'effectivement, si l'on veut aider ces jeunes à sortir d'un engrenage qui est celui de la récidive, la protection judiciaire de la jeunesse a un rôle éminent à jouer en faisant un pari, qui est le pari de l'éducation. Pour réussir, bien entendu, dès qu'on parle d'éducation, il faut d'abord compter sur des éducateurs engagés comme vous l'êtes, pleinement conscients de vos responsabilités, mais aussi, ne l'oublions jamais, fiers de leur métier. Car on ne fait bien un métier que quand on en est fier, que quand on se dit que la mission que l'on a choisie mérite, qu'on y sacrifie sans doute beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, qu'on y sacrifie des loisirs, qu'on y sacrifie parfois des amis, parce qu'il est des métiers comme celui dans lequel vous vous engagez, qui nécessite pas simplement du temps, mais qui nécessite aussi qu'on y soit pleinement. Et pleinement, cela veut dire dans son temps, cela veut dire dans sa tête, cela veut dire dans son travail, mais sans doute aussi, vous l'avez constaté ou vous le constaterez, qui nécessite qu'on ait son esprit mobilisé et en permanence sur ces jeunes dont on prend la charge. Alors, pour cela, il est normal aussi que l'éducation que vous allez dispenser bénéficie d'un cadre juridique, d'un encadrement législatif adapté aux spécificités de la justice des mineurs. Mesdames et messieurs les éducateurs en formation, vous avez réussi un concours difficile et je vous en félicite. Et je veux également saluer ceux d'entre vous qui ont rejoint la classe préparatoire intégrée et leur souhaiter bonne chance pour l'avenir. Parce que c'est de l'engagement et du travail de chacune et de chacun d'entre vous
que dépendra la réussite de notre mission, la réussite de notre action, la réussite aussi de chacune et de chacun de ces jeunes dont vous aurez la charge. Parce qu'à ceux qui, aujourd'hui, lorsque vous les recevez, sont finalement en situation d'échec, il faut réapprendre un mot qui est celui de la réussite. Ils ont besoin d'apprendre qu'ils peuvent aussi réussir dans leur vie. Alors, oui, c'est une charge qui est lourde pour vous. Tous, vous avez voulu devenir éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Éduquer ces mineurs, c'est un choix. C'est souvent une vocation. Et ça, c'est vous qui pouvez vous le dire. Une vocation faite de générosité, c'est refuser d'être uniquement centré sur soi, mais au contraire se dire que l'on peut être utile à d'autres, et notamment à des jeunes. C'est une vocation faite aussi d'altruisme, c'est une vocation faite de goût pour la pédagogie. Et une pédagogie prise au sens le plus complet du terme. Vous ne leur apprendrez pas simplement ce que vous enseignerez, vous leur apprendrez ce que vous êtes. C'est donc également une responsabilité. Une responsabilité à l'égard des jeunes, dont vous aurez la charge, mais au-delà, une responsabilité à l'égard de toute la société. Parce que la société d'aujourd'hui, et encore plus celle de demain, elle va être faite de tous les jeunes, y compris ceux que vous allez recevoir. C'est une responsabilité à l'égard de ceux que vous allez recevoir qui est celle à l'égard d'un individu, d'un groupe d'individus, souvent, mais dans un cas comme dans l'autre, des gens particulièrement fragiles. Pour les jeunes qui vous seront confiés, mineurs délinquants ou mineurs en danger, dites-vous bien que vous allez être un repère, que vous allez être un référent, comme on dit, en matière pédagogique. Vous allez être parfois un modèle. Ne l'oubliez pas non plus. Vous allez être souvent le dernier recours, parce qu'ils ne savent pas ou ne savent plus à qui exactement s'adresser. Votre formation va donc vous préparer à une pédagogie diversifiée et une pédagogie également modernisée. Pendant trop longtemps, la pédagogie à l'égard des mineurs en difficulté s'est réduite surtout au culte de la parole. Il faut aller beaucoup plus loin, et on s'en rend compte aujourd'hui. Et c'est aussi l'ancien prof que je suis qui vous le dit. Aujourd'hui, pour apprendre, il faut aussi savoir écouter. Et ces jeunes en particulier ont certainement besoin d'être écoutés peut-être encore plus que les autres. Et ce dont ils ont besoin aussi, c'est que vous viviez avec eux. Vivre avec le jeune en difficulté, c'est indispensable dans tous les aspects de ce qu'il va faire. Parce qu'il faut aussi l'aider à se reconstruire dans tous les domaines. Vous me parliez, Madame la directrice, tout à l'heure, de sport, d'activité physique. Il paraît que ça en gêne certains. Moi, j'aime autant vous dire que c'est indispensable aussi parce que beaucoup de ces jeunes que vous allez rencontrer et que j'ai rencontrés dans de précédentes fonctions sont des jeunes qui n'ont plus la conscience de ce qu'est leur corps et ils n'ont même pas de respect à l'égard de leur corps. Et en particulier, ceux qui sont, et vous en aurez sans doute un grand nombre, plongés dans la toxicomanie, oublient ce genre de choses. Et la première des choses, c'est leur faire reprendre la conscience, le respect de leur propre corps. Et ça passe par l'activité physique, ça passe par l'activité sportive. Et je vous disais tout à l'heure, si vous voulez effectivement faire quelque chose avec eux, il faut vivre avec eux, eh bien il faut aussi vivre ce genre de choses.
Et c'est là où vous pouvez être, plus qu'un référent, un modèle. Et puis, au-delà, il faut également les aider à se projeter dans l'avenir. Parce que moi, ce qui me frappe aussi beaucoup quand je les ai fréquentés, quand j'étais ministre de la Jeunesse et des Sports, ou comme ministre de l'Intérieur, ou comme ministre de la Défense, lorsque j'avais créé Défense Deuxième Chance, eh bien, c'est justement leur incapacité à voir au-delà d'aujourd'hui ou au-delà de demain. Et pour retrouver confiance en eux-mêmes et pour imaginer un avenir qui soit positif, il faut aussi qu'ils aient la possibilité de se projeter d'une façon concrète dans des choses qu'ils feront dans plusieurs mois ou dans plusieurs années. Et c'est la raison pour laquelle les activités d'apprentissage et même les activités scolaires, dans la mesure où elles sont ressenties comme l'élément qui va permettre d'aller plus loin, qui va permettre de faire quelque chose sortant d'un certain échec, c'est une façon de les aider à se projeter dans un avenir, dans leur avenir. Et dans tout ça, il est indispensable que vous les accompagniez parce qu'un adulte, c'est aussi quelqu'un qui leur montre un chemin et ceux-là ont en particulier besoin qu'on le leur montre jour après jour. Alors, au-delà de la technique que vous enseignerez, eh bien, et que vous connaissez, il va vous falloir faire preuve aussi de toutes les adaptations nécessaires, parce que c'est une patte humaine qui est à la fois particulièrement fragile, prête à se déliter, mais qui a aussi des formes multiples. Et donc, vous devrez faire preuve d'adaptabilité, d'inventivité dans un certain nombre de cas, de créativité. Les expériences de terrain qui ont prouvé leur efficacité doivent profiter à tous. Et de ce point de vue, je souhaite, Monsieur le Directeur, que les échanges de bonnes pratiques qui permettent de savoir ce qui a réussi quelque part, qui sera peut-être applicable, qui ne sera peut-être pas applicable, mais en tous les cas, je souhaite que ces échanges de bonnes pratiques soient généralisés parce que je pense que c'est un élément essentiel du progrès de la pédagogie. Et je pense, par exemple, mais il n'y a pas que ça, bien entendu, aux techniques d'anticipation ou de gestion de la violence dans nos établissements. Je pense aussi aux livrets d'accueil des jeunes pris en charge, qui ont aussi besoin de savoir vers quoi ils vont. Car souvent, leur problème, c'est ça, ils sont dans l'immédiateté. Et nous devons en tirer les conséquences, et j'en reparlerai tout à l'heure dans les projets législatifs. C'est donc une responsabilité à l'égard des jeunes en difficulté qui fait le cœur de votre métier d'éducateur. Mais c'est aussi cette responsabilité à l'égard de la société tout entière que vous avez accepté d'assumer. Vous êtes des fonctionnaires du ministère de la Justice et des Libertés. Vous participerez donc à l'exécution des missions de service public dans le respect des valeurs qui sont celles de ce ministère et qui sont d'ailleurs aussi les valeurs de la France. Cette obligation est vraie pour les éducateurs, elle est vraie aussi pour les directeurs, elle est vraie pour l'ensemble des métiers qui concourent à la mission. En tant qu'éducateur de la PJJ, votre métier ne se réduit pas à un face-à-face avec les jeunes dont vous avez la charge. Vous êtes mandaté par l'autorité judiciaire, gardienne des droits et des libertés. Vous allez donc travailler en relation étroite avec elle. Vous agirez dans le cadre de la justice. Vous devrez, dans toutes vos interventions, donner du sens à la mesure qu'il vous est demandé d'appliquer. C'est important aussi, c'est l'aspect également pédagogique de la mesure qui est prise. Et si les jeunes, et si d'ailleurs la population à l'extérieur ne comprend pas le sens de ce que vous faites, de l'action que vous menez, eh bien c'est une part d'échec
un échec annoncé aussi quant aux résultats à l'égard des jeunes comme à l'égard de la société. Votre ambition éducative, c'est bien d'amener les jeunes vers son autonomie. Son autonomie, cela veut dire l'action sur lui-même à mener pour lui permettre, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, de pouvoir agir dans la société et réussir dans la société. Mais son autonomie, c'est également le regard que la société va porter sur lui. Et c'est là où l'explication, la pédagogie, aussi à l'égard de l'extérieur, est un élément important. Vous allez de ce fait travailler avec de nombreux partenaires institutionnels, avec des élus locaux, souvent en première ligne face aux difficultés de nos concitoyens, et qui ont un grand rôle à jouer dans cette explication réciproque à donner pour que les uns et les autres puissent au total se comprendre, se respecter, s'accepter. La loi du 5 mars 2007 a placé le Conseil général au cœur de la protection de l'enfance. Eh bien, si on veut que l'efficacité maximum soit obtenue du rapport entre les uns et les autres, il est essentiel que les informations puissent circuler. Des informations qui sont destinées à la protection de tous. C'est bien cela qu'il faut avoir en tête. Et de ce point de vue, il ne faut pas craindre le secret partagé. Secret partagé. Les deux mots ont leur importance, notamment leur importance lorsqu'il y a des informations nominatives sur les mineurs dont vous avez la charge qui devront être partagées. Alors, bien entendu, il faut le secret, mais il faut aussi que tous ceux qui ont une action à mener puissent connaître ce dont il s'agit de façon à ce qu'ils puissent effectivement agir. La justice jouera tout son rôle au sein des nouvelles structures de coordination. Les cellules de recueil des informations préoccupantes visent à évaluer l'information et à coordonner la protection administrative et judiciaire de la jeunesse. Et vous devez y prendre part activement. Encore une fois, quoi qu'on pense, on n'est jamais seul, on ne peut jamais réussir seul. On ne peut réussir que dans le cadre d'une chaîne où chacun a le même but, la même finalité, mais où il y a aussi des possibilités de communication entre les uns et les autres pour que les efforts des uns et des autres puissent être coordonnés. Et c'est important aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même situation qu'il y a 50 ans. Mesdames et messieurs, vous vous en rendez bien compte, car vous en êtes aussi un exemple. Notre société évolue, et la délinquance des mineurs, d'ailleurs, évolue aussi. Les mineurs dont on pouvait avoir la charge, les mineurs qui pouvaient passer devant la justice il y a 30 ans, ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et il y a une sorte d'accélération de notre société. Et nous devons savoir aussi nous adapter à ces évolutions. Et ces évolutions, elles impliquent une mobilisation de tous et une capacité de travail en commun de tous. Aujourd'hui, nous le voyons, la délinquance est souvent plus violente. Et il y a des violences souvent gratuites. La délinquance est également plus précoce. Vous savez comme moi que l'on trouve effectivement dans certains quartiers des jeunes à partir de 8 ans qui sont embringués souvent pour faire le guet, pour du deal. Vous trouvez plus de filles dans un certain nombre de cas, y compris dans des violences. Ça, c'est la réalité d'une délinquance qui évolue. Il y a aussi des manques de repères parce que les familles ne sont plus les mêmes. Parce que moi, j'ai rencontré un certain nombre de jeunes qui n'ont plus aucune notion de ce qu'est le bien et le mal, de ce qu'est le permis et l'interdit. C'est ça la réalité de notre société. Eh bien, nous devons effectivement faire en sorte de savoir nous adapter. Et la justice des mineurs elle-même s'adapte à cela, dans le cadre, bien entendu, des principes,
et des principes qui ont été rappelés par le Conseil constitutionnel en 2002, c'est-à-dire, bien entendu, le fait d'une atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, et aussi la nécessité de chercher le relèvement, on dirait, éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures qui soient des mesures adaptées. C'est cela aussi que de savoir faire en sorte que la société sache s'adapter aux réalités et bouger pour essayer d'apporter les meilleures solutions possibles. Alors, à partir de là, bien entendu, il y a l'action que l'on demande de vous, mais il faut aussi qu'il y ait un encadrement juridique et législatif qui lui-même prenne en compte ces nouvelles exigences. 3 objectifs guideront donc la réforme de la justice des mineurs. Le premier objectif sera de renforcer la lisibilité et l'efficacité des procédures. Soyons clairs, tout le monde le dit, même si personne n'agit, l'ordonnance de 1945 est devenue illisible à force de réformes successives. Et je dis qu'un droit qui est illisible, c'est contraire au rôle et au but du droit. Le droit, il doit être compréhensible par tous. Les gens doivent savoir ce que l'on attend d'eux, ils doivent savoir ce qui est permis, ils doivent savoir ce qui est interdit. Lorsque le droit n'est plus lisible, comment voulez-vous demander à des citoyens de l'appliquer en application de ce vieux principe qui est que nul n'est censé ignorer la loi? Aujourd'hui, trop de lois, des lois trop complexes, des lois parfois mal écrites, font que, trop souvent, on ne sait pas très bien quel est le droit applicable. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir un code de la justice pénale des mineurs qui permette de redonner du sens, qui permette de simplifier l'écriture des textes de façon à ce que chacun sache ce que sont les règles applicables. Deuxième problème pour la lisibilité et l'efficacité, ce sont les délais de traitement des dossiers. Oui, d'une façon générale, je considère que notre justice est trop lente. Et c'est bien ce dont se plaignent les citoyens. Mais en particulier, lorsqu'il s'agit de dossiers de mineurs, cela prend une dimension supplémentaire, pour une raison très simple. C'est que, vous le savez comme moi, les jeunes, et plus ils sont jeunes et plus c'est vrai, n'ont pas du tout le même sens du temps que nous. Et plus il y a de distance entre la commission des faits et la sanction, et moins ils font le rattachement entre les deux. Aujourd'hui, les délais de traitement des dossiers sont souvent trop longs et du coup, eh bien, les jeunes ont un oubli de la faute et par là même un affaiblissement du rôle pédagogique de la sanction, ce qui entraîne d'ailleurs assez fréquemment une réitération des faits avant même le jugement. De nouvelles mesures seront prévues pour accélérer les procédures. La saisine directe des formations de jugement, la limitation de la durée de certaines investigations, des tribunaux de mineurs statuant à juge unique pour les infractions les moins graves, bien entendu. Mais il est important qu'il y ait vite un jugement. Pour garantir l'effectivité des décisions de justice, l'inexécution des obligations du mineur pourra également être mieux sanctionnée, tout en respectant, et j'insiste sur ce point, la dimension éducative, pédagogique. Le deuxième objectif du Code pénal sera de trouver des réponses adaptées à la réalité de la délinquance des mineurs. Et d'abord des réponses adaptées à la personnalité et à l'histoire du mineur. Car comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu une évolution de la délinquance en général et aussi de la délinquance des mineurs. Pour agir, il faut savoir,
Pour aider, il faut connaître. Un dossier unique de personnalité réunira l'ensemble des informations recueillies au cours des différentes étapes judiciaires. Il faut aussi avoir des réponses adaptées à la gravité des faits établis. L'emprisonnement ferme du mineur doit demeurer exceptionnel. Pour les primo-délinquants, il faut privilégier les alternatives à l'incarcération. Et ces alternatives peuvent être nombreuses. Et c'est là où les travaux d'intérêt généraux ont effectivement toute leur part. J'y suis très favorable et il faut trouver les moyens de les développer, d'avoir plus d'offres, d'avoir, lorsqu'il y a une offre, notamment des collectivités locales, des réponses qui soient plus générales et plus rapides. Je crois à la pédagogie du travail d'intérêt général et en particulier pour les plus jeunes. Bien entendu, il arrivera que le juge ait à prononcer une peine d'emprisonnement. À ce moment-là, il faut faire du temps de l'incarcération une chance pour la reconstruction de l'individu. L'incarcération doit être considérée comme le moment où on peut encadrer d'une façon permanente la reconstruction physique, comme la reconstruction morale, intellectuelle, professionnelle de celui qui se trouve pour un certain temps entre des murs. Pour cela, bien entendu, il faut commencer, notamment en ce qui concerne des jeunes, par donner toute sa place à l'éducation. Au sein des établissements de mineurs, la collaboration des équipes éducatives et pénitentiaires est d'ores et déjà une réalité. Le nouveau code de la justice des mineurs la confortera. À l'égard des multirécidivistes, car nous savons qu'il y en a. Je me souviens, dans mes précédentes fonctions, avoir vu le cas d'un mineur de 14 ans qui en était à sa 57e infraction, parmi lesquelles, excusez du peu, il y avait quand même quelques vols à main armée, agressions physiques, etc. À l'égard des multirécidivistes, nous n'avons pas le droit à la faiblesse. Parce que, là aussi, c'est un problème non seulement de protection de la liberté, mais c'est aussi un problème de la pédagogie de la sanction. Pour cela, les sanctions doivent être clairement graduées, sinon on perd du sens. Et en étant graduées, elles doivent être dissuasives. La spécificité de la justice des mineurs ne saurait être une garantie pour les multirécidivistes. Et il faut qu'ils en aient conscience. Troisième objectif du Code pénal des mineurs, la justice des mineurs doit être mieux associée à l'ensemble des acteurs concernés. Et je pense d'abord aux parents, bien entendu, car ce sont eux qui sont en premier lieu les responsables naturels des mineurs et de leur éducation. Ils doivent être pleinement impliqués dans l'action éducative. Et je vous dis cela tout en sachant, bien entendu, dans quelle situation se trouve un certain nombre de familles de mineurs délinquants. C'est vrai que vous avez des mineurs qui n'ont jamais vu leurs parents, et maintenant d'ailleurs on doit arriver pratiquement aux grands-parents travailler, qui ne les ont jamais vus se lever le matin. Et à partir de là, bien entendu, cela entraîne cette absence de repères dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il faut, là aussi, réapprendre
à des parents leurs responsabilités. À côté des parents, il y a aussi les victimes qu'il ne faut pas ignorer. La justice des mineurs doit mieux reconnaître les droits de la victime à réparation et à indemnisation. Et je pense que c'est essentiel, parce que je vous disais tout à l'heure le rôle que la société a à jouer aussi. Dans vos métiers en particulier, nous nous focalisons souvent sur l'auteur. Mais si nous voulons prévenir la récidive et donc garantir la réinsertion sociale, il faut aussi que la société accepte, et sans réticence, qu'après la peine, il y a la possibilité de l'acceptation. Tant que vous aurez des victimes qui auront le sentiment de ne pas avoir été prises en compte dans le dommage qu'elles ont subi, eh bien, vous aurez cette tentative ou cette tentation, parfois cette réalité d'une ostracisation de l'ancien délinquant. Et c'est la raison pour laquelle les travaux d'intérêt général sont importants. Et c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont incarcérés, le travail rémunéré est important, parce que je rappelle que c'est aussi sur cette rémunération qu'est prise l'indemnisation des victimes. Et c'est comme cela que l'on peut rétablir un lien dans la société et une cohésion de la société. Voilà ce que je voulais vous dire sur la façon dont je vois votre rôle et sur la façon dont j'ai l'intention de préparer le cadre juridique dans lequel ou en considération duquel aussi vous travaillerez. Professionnel de l'éducation spécialisée au ministère de la Justice, vous avez un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre de ces mesures. Mon objectif, c'est d'aboutir à un projet de loi pour le Code des mineurs d'ici l'été 2010. C'est donc un temps à la fois long et court. C'est un temps long parce qu'il y a des besoins, c'est un temps court parce qu'il y a aussi une concertation qui doit être la plus large possible. Et à cette concertation, naturellement, vous serez associés. Mesdames et messieurs, face aux nouveaux enjeux de la justice des mineurs, la protection judiciaire de la jeunesse doit évoluer comme évolue notre société, s'adapter, se moderniser. Je dirais qu'à l'instar de ces locaux, c'est aussi ce que l'on attend de la formation qui est donnée à chacune et à chacun d'entre vous. Pour chacun d'entre nous, la réforme que nous allons conduire est porteuse d'exigences nouvelles. Elle doit s'effectuer, cette réforme, dans un climat de sérénité et en recherchant toujours le consensus, parce que notre finalité est la même, permettre à notre société d'être plus sereine, plus cohérente, plus unie, et de faire sa place à chacun. En prenant en compte cette exigence et cette volonté de travail en commun, j'ai demandé la rédaction d'une charte du dialogue social, afin que la concertation, l'écoute et le respect de chacun soient pleinement garantis. La protection judiciaire de la jeunesse est une grande et belle maison, avec beaucoup de difficultés, avec aussi beaucoup d'ambition pour une certaine conception de notre société. Je souhaite que chacune et chacun s'y sente bien, parce que votre travail au quotidien n'est pas facile et ne sera pas facile. Vous exercez ou vous exercerez une mission difficile, une mission nécessaire, une mission essentielle pour la société.
une très, très belle mission. Alors, au nom à la fois des Français, de tout notre ministère, et en mon nom personnel, je voulais ce matin vous dire ma reconnaissance pour votre engagement, mon estime pour votre travail et ma confiance. Je vous remercie.